Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire sur l'approbation et le dépôt des comptes. Merci beaucoup d'être aussi nombreux sur cette nouvelle édition. Alors avant de commencer, je vous présente un petit peu l'environnement. Vous avez le chat qui doit se situer à droite de votre écran sur lequel vous pouvez poser vos questions et interagir avec les autres participants. Vous avez un petit sondage qu'on a essayé de mettre en avant pour voir un petit peu où est-ce que comment vous comptez réaliser vos formalités. Et du coup, ça nous permettra à nous aussi d'adapter un petit peu le discours. Donc, pour si vous voulez répondre à ce sondage, vous avez le petit onglet en haut à droite de votre écran qui vous permettra d'y répondre et de savoir un petit peu comment vous comptez vous y prendre sur la partie dépôt de vos comptes cette année 2024. Donc, le sujet du jour, c'est de regarder un petit peu sur l'approbation et le dépôt des comptes, mais surtout de voir ce qui a changé par rapport à l'année dernière. Donc, évidemment, il y a l'impact de guichet unique, mais pas que. Il y a eu aussi des nouveaux arrêts qui ont été publiés. Enfin, pour terminer mon introduction qui est beaucoup plus longue que d'habitude, il y a un petit document qu'on vous a mis à disposition qui est en téléchargement, qui est un petit peu récapitulatif des différentes informations qu'on partagera au cours de ce webinaire. Et les slides peuvent être donnés sur demande si vous m'envoyez un email à antoine.fels@legalvision.fr. Mais c'est moi, je m'arrête ici et je vais laisser la main à ceux qui savent de quoi on parle, à savoir Émilie Kidor, que vous connaissez tous, et nous avons aujourd'hui la chance et l'honneur de recevoir Pierre Faucon, expert comptable associé chez GmbA. Merci beaucoup, Pierre Faucon, de nous accompagner aujourd'hui. Merci à vous de m'accueillir. Donc, pour commencer, un petit tour déjà, une petite présentation de GmbA pour comprendre qui vous êtes et d'où vous venez. Eh bien, écoutez, merci. Moi, je suis expert comptable. Je n'ai pas 60 ans d'expérience, mais le cabinet, oui. Nous sommes un cabinet à taille comme intermédiaire puisque nous réalisons 24 millions de chiffres d'affaires avec 19 associés et surtout 229 collaborateurs. Alors, sur 4 sites en Île-de-France, nous sommes franciliens. Et nous accompagnons donc 3500 clients dans tout type d'organisation, les startups, les PME, les ETI, bien sûr, les groupes, le secteur coopératif, et puis deux particularités, les sociétés étrangères qui ont des établissements en France, donc sur le juridique, ça nous cause des fois des petites complications, et puis le secteur non marchand qui, lui, n'a rien à voir avec notre secteur d'aujourd'hui. Nous avons surtout une culture réaffirmée de la responsabilité sociétale des entreprises, puisque nous sommes labellisés, même le premier cabinet d'expertise comptable labellisé Lucie RSE. Et puis, nous avons une ligne de services structurés, ce qu'on fait un accompagnement global auprès de nos clients et on essaye de répondre aux grands métiers qui correspondent à leurs grandes problématiques, dont le juridique. Et j'ai le plaisir d'animer cette ligne de service métier juridique dans le cabinet. Et c'est en cette qualité qu'on travaille sur beaucoup de choses avec Égal Vision. Et ça se titre que je participe aujourd'hui sur ce séminaire. Webinaire. Merci Pierre. Et du coup, on rentre directement dans le vif du sujet avec un petit rappel sur l'approbation des comptes. Alors déjà, le focus, on va délimiter aujourd'hui, bien sûr, on parle de l'approbation des comptes. Toutes les organisations doivent approuver leurs comptes, même les associations. Là, on va rester sur les sociétés et même focus société commerciale afin d'évacuer les sociétés civiles qui ont quand même beaucoup moins d'ailes d'organisation, d'obligations juridiques. Antoine va un petit peu vite. Voilà, on va évacuer les sociétés civiles pour rester que sur les sociétés commerciales dans cette présentation. Donc, bien sûr, le régime juridique va dépendre de chaque nature d'entité, mais ça, je pense que tout le monde le sait. Et on va regarder un peu plus le tronc commun maintenant de ce qu'on peut voir à l'ordre du jour de notre petit séminaire. Antoine, il faut appuyer sur le bouton. Voilà, donc on va regarder surtout les grandes étapes à suivre dans l'approbation des comptes, puisque finalement, ça se prépare à l'avance. Les nouvelles règles pour 24, bien sûr. Et puis, tout le processus en 3 que présentera Émilie sur le dépôt des comptes proprement dit. Alors nous, comme je vous ai dit, on est un cabinet d'expertise comptable, donc on essaye de s'organiser. Alors autour de ce séminaire, vous êtes soit des directions juridiques, soit des cabinets, donc on a l'habitude de travailler sur du collectif, enfin sur un certain nombre d'entités à traiter, soit peut-être des entreprises isolées. En tout cas, dès lors qu'il y a une organisation, soit en groupe, soit cabinet, on s'y prépare à l'avance. Et nous, on démarre dès octobre à préparer notre saison de l'année suivante
pour être sûr de pouvoir sortir nos 1000 juridiques. On a 1 millier à sortir quand même. Voilà, donc les grandes étapes à suivre, c'est l'anticipation. Donc, on a découpé en quelques étapes quand même. Nous, on aime bien analyser les statuts de nos entités pour faire un répertoire des particularités, pour pas être pris au dépourvu au dernier moment, et puis de référencer tout ce qui est planning. Donc ensuite, si on peut avancer, voilà. Donc suivre le calendrier des renouvellements, des mandats, etc. Que ce soit du commissaire aux comptes ou des dirigeants. Il faut commencer à collecter les événements juridiques de l'année. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans l'année, soit qu'on a traité chez nous, soit quand est traité par un autre service ou éventuellement par un autre intervenant. Ça peut être un changement de siège, ça peut être quelques événements qu'il faut récupérer, puisqu'on verra qu'il y aura des choses à faire au niveau de l'Assemblée ordinaire. Il faut vraiment se faire un calendrier à l'avance pour respecter la forme juridique de chacune des sociétés. Tenir compte aussi des assemblées qui vont avoir un commissaire aux comptes, qui faudra convoquer, donc il va falloir anticiper. Celles qui se tiennent un peu plus tôt que les autres. Voilà, donc il faut vraiment faire le rétro-planning de tout notre portefeuille, portefeuille du cabinet, pour bien structurer notre saison. Bien sûr, les équipes ad hoc doivent arrêter les comptes, préparer les comptes. Donc, il faut être en lien avec les personnes qui préparent les comptes. Alors, chez nous, c'est facile, c'est en interne, généralement. Dans les autres, vous, autour du séminaire, ça peut être d'autres services de votre entreprise ou des personnes externes si vous êtes des cabinets juridiques. Donc, il faut être en lien pour pouvoir avoir des dates et bien être synchronisé sur notre planning. Et puis, ne pas oublier, une fois que les comptes sont bien arrêtés, de faire un petit lien avec les équipes comptables pour savoir si eux-mêmes ont détecté ou ont signalé au service juridique, des événements qui rentreront dans le champ d'application des conventions réglementées pour bien pouvoir les repérer. Voilà. Toute cette phase préparatoire, c'est de l'organisation pour être prêt pour passer à l'étape de préparation proprement dite. 3 phases. On prépare les documents pour notre assemblée. On va convoquer l'assemblée et on va tenir l'assemblée. Donc, qu'a-t-on comme document préparatoire à faire? Le rapport de gestion, c'est comme l'élément clé. Alors, vous savez tous, depuis maintenant 5-6 ans, il y a des dispenses de rapport de gestion. Antoine, il faut appuyer, s'il vous plaît. Ah, pardon, on va d'abord tous les titres. Donc, on a le rapport de gestion à préparer, le rapport spécial sur les conventions réglementées, on va tout lister, l'ordre du jour de l'Assemblée, bien sûr, et le projet de résolution, et les rapports du commissaire aux comptes. Donc, on reprend. Et voilà. Donc, les outils, on l'a dit tout à l'heure, il faut avoir donc une fiche qui reprend les éléments importants de nos statuts, notamment s'il y a établissement de rapport de gestion ou pas, notamment ce qu'il en est du rapport sur les conventions réglementées, etc., les modalités de tenue de l'Assemblée. Voilà. Donc, il faut quand même qu'on ait un récapitulatif des prérequis qui sont donc dans les statuts. Alors, notre rapport de gestion, voilà. Donc, bien sûr, il dépend de la taille, puisque depuis 5-6 ans maintenant, il y a des dispenses d'établissement des rapports de gestion liées à la taille. Donc, actuellement, cette taille, c'est 6 millions de chiffres de total du bilan, 12 millions de chiffres d'affaires et 50 salariés en moyenne sur l'année. Donc, lorsqu'on est en dessous de 2 de ces seuils, on est dispensé de faire un rapport de gestion, sauf si les statuts ont disposé autrement, ou surtout si les statuts n'ont pas été mis à jour, et si dans les statuts, il est indiqué, sans effet de seuil, la société établit un rapport de gestion. Point. Si on a une disposition statutaire de cette nature, on est obligé d'établir un rapport de gestion. Donc, voilà. D'où l'intérêt de toiletter les statuts. Si on est en dessous des seuils et qu'on ne peut plus établir de rapport de gestion, il ne faut pas qu'on ait l'obligation statutaire. Et les seuils ont changé pour ceux qui suivent l'actu depuis le 1er janvier 2024. Pour les exercices ouverts, on reviendra parce qu'il n'y a pas que pour le rapport de gestion. Les seuils ont été actualisés pour tenir compte de l'inflation et pour l'année prochaine, on sera à 7,5 de bilan et 15 millions de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal d'entités qui sont en dessous de ces seuils, des petites entreprises, comme on dit, ou les micros, qui n'auront plus à établir de moins en moins de rapport de gestion. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a qu'une demi-heure pour tout présenter, mais le rapport de gestion, voilà au moins le périmètre de ce qu'il faut préparer. Après, j'imagine que vous avez tous des matrices, des outils qui permettent d'alimenter l'ensemble des rubriques selon la société et sa taille et l'activité qu'elle a réalisée au cours de l'année. Alors ensuite, le rapport spécial sur les conventions réglementées.
Oui, le petit outil, le petit pop-up qui est arrivé, c'est de dire, oui, référençons toujours en préparation, ce que j'ai dit tout à l'heure à l'automne, ou en amont en tout cas, les dossiers pour lesquels on a un rapport de gestion, parce qu'il y a plus de boulot, de ceux pour lesquels il n'y en a pas, parce que notamment on est en dessous des seuils. Un petit point de précision, pour la dispense liée à la taille, il y a des exemptions de la dispense en quelque sorte, notamment celle pour les holdings, c'est la principale, et les sociétés financières, mais surtout les holdings. Une petite holding n'est pas dispensée du rapport de gestion. Une petite holding qui est en dessous des seuils, donc, doit faire son rapport de gestion puisqu'elle n'est pas dispensée. Alors, on enchaîne sur nos conventions réglementées. Lorsqu'un commissaire aux comptes, ben, c'est à sa charge. Donc, déjà, on n'a pas à le préparer. On verra qu'on a quand même à le récupérer, bien sûr. Sinon, c'est à la charge du dirigeant et donc à nos services juridiques de préparer ce rapport sur les conventions. Le périmètre est comme différent entre SARL et SAS. Donc là aussi, on ne va pas rentrer dans le détail, parce que c'est toujours un peu compliqué de savoir de qui le dirigeant, par personne interposée en direct ou indirect, on doit rapporter les conventions. Donc ça, voilà, c'est un petit peu le focus. Et puis, surtout, il y a les conventions à des conditions normales, donc des conventions qui ne sont pas réglementées, qui n'ont pas figuré dans ce rapport, mais uniquement sur le registre des décisions, où on va reporter donc ces conventions de façon listée, sans plus, voilà, mais qui ne seront pas, en tout cas, examinées dans un rapport à l'occasion de notre assemblée générale. Voilà, donc là, c'est pareil, il faut se mettre d'accord, parfois avec le client, mais au moins avec aussi les services comptables, pour bien repérer les conventions. Nous, dans notre cabinet, par exemple, moi, j'aime bien qu'on mette quand même les conventions de compte courant d'associés, même si c'est courant, évidemment, c'est courant, même si le taux de rémunération est dans les limites fiscales, par exemple, parce qu'on se dit toujours qu'il peut y avoir des minoritaires qui ne sont pas trop informés de ce fait-là. Voilà. Donc, moi, je pense que par transparence, il est utile de mettre les comptes courants et la rémunération dans la liste des conventions dites réglementées. Mais ça, c'est une appréciation, hein, puisqu'il n'y a pas de texte. Le texte dit les conventions qui ne sont pas courantes ou qui ne sont pas conclues à des conditions normales. Voilà pour notre rapport sur les conventions. Si c'est le cas, c'est lui qui apprécie les conventions qui doivent y figurer dans son rapport. Alors, une fois qu'on a préparé tout ça, il faut préparer maintenant l'ordre du jour et le projet de résolution. Alors, bien sûr, tout le monde le sait, on ne peut statuer que sur les points qui sont à l'ordre du jour. On peut toujours mettre questions diverses qui permet de rattraper éventuellement, mais on ne peut pas avoir de dispositions un peu régaliennes qui apparaissent subitement dans les questions diverses. Il faut avoir été indiqué sur l'ordre du jour adressé aux associés. Alors, bien sûr, pour les points clés, c'est l'examen du rapport de gestion, l'examen des comptes, l'examen des rapports du commissaire aux comptes, s'il y en a un, l'approbation des comptes et du rapport de gestion, s'il y en a un, l'affectation du résultat, distribution de dividendes, et puis le quitus du dirigeant, ça fait toujours plaisir, même si ça ne sert pas à grand-chose sur le plan juridique. Et bien sûr, statuer sur les conventions réglementées, s'il y en a eu. Ça, c'est l'ordre du jour standard. Dans certains cas particuliers, notamment si c'est la première AG, si autour de la table, vous avez à tenir votre première assemblée générale, il faut reprendre les actes accomplis depuis la création, puisqu'au moment de la Constitution, on avait fait la liste de ces actes. On a listé les actes, mais à la première assemblée, on doit lister les effets, afin que les effets soient bien ratifiés par l'Assemblée générale, pour pas qu'il y ait des problèmes d'opposabilité entre le fait qu'on les ait bien annoncés dans les statuts, mais là, on doit maintenant ratifier les effets de ces actes accomplis. Ça, c'est sur la première AG. Et puis, dans certains cas aussi, il peut y avoir des événements type, par exemple, transfert du siège social, qui est à l'initiative du dirigeant, qui peut le faire lui-même, à condition qu'il soit ratifié à l'Assemblée. Donc, il ne faut pas oublier c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de relister un petit peu les événements juridiques qui auraient pu y avoir dans l'année, qui doivent repasser en ratification de l'Assemblée. Donc voilà, donc il faut faire le râteau de tous ces événements. Et puis, dans certains cas, bon, c'est assez rare en pratique, voir s'il n'y a pas d'associés qui ont des points à l'ordre du jour à mettre en plus, ou dirigeants, qui sortent de ce cadre standard. Et puis le rapport du CAC, moi là on ne va pas s'apesantir sur le rapport du CAC, il faut juste ne pas oublier de les collecter quand même, à savoir le rapport sur l'audit des comptes et le rapport sur les conventions. Mais à l'inverse, lui envoyer les projets de rapport de gestion et les projets de PV pour que lui-même puisse avoir son opinion sur le contenu du rapport de gestion. Voilà, donc là, on a préparé nos documents. Il faut qu'on accélère. On va convoquer l'Assemblée générale. Convoquer l'Assemblée générale, on appuie.
voilà. Il y a des délais respectés, ce n'est pas les mêmes en SARL et en SAS. Malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend, il faut convoquer les EURL, et c'est recommandé, en principe, nous dit la loi. Dans les SAS, c'est les statuts, donc d'où l'utilité d'aller vérifier nos statuts entre celles qu'il faut convoquer par papier, par tout mode, dans les 8 jours, dans les 15 jours. Donc là, tout type de convocation, il faut avoir fait notre petite liste avant. Qu'est-ce qu'on joint? On doit joindre le rapport de gestion sur son apport, évidemment, le projet de résolution, ça c'est obligatoire, les comptes annuels et le rapport du CAC, s'il y en a un, ou, dans certains cas, les tenir à la disposition des associés au siège selon ce qu'on aura mis dans les statuts. Donc là aussi, pareil, on va voir dans les statuts ce qui est prévu. Enfin, on arrive à la tenue de notre assemblée générale, donc ça, c'est pas très compliqué. Autour de la table, on est entre nous. Certaines ne se tiennent pas, paraît-il, hein, ces assemblées. Pour autant, le déroulé de l'assemblée doit quand même être respecté. Il faut tenir cette assemblée, ça se tient soit en physique, soit par un moyen de télécommunication habilité. Déjà, c'est interdit en SARL. Là aussi, il y a encore quelques croyances qui disent que depuis la crise sanitaire, on a le droit de tout faire, parce que Teams, c'est super. Ben non, Teams, ça ne marche pas pour les SARL, c'est interdit et c'est une disposition de droit public. Donc, ce n'est pas la peine de le mettre dans les statuts, c'est interdit. Pour les SAS, il faut voir les SA, il faut que ça soit prévu dans les statuts. Si ce n'est pas prévu, ce n'est pas possible non plus. Et si c'est prévu, bien évidemment, il faut qu'on ait un système qui permette, qualifié, qui permette de valider l'identité de ceux qui participent, qui permettent d'avoir le temps de parole, qui permettent, etc., etc. Donc, un certain nombre de prérequis pour pouvoir tenir une assemblée en visio et ne pas la faire par Teams qui ne remplit pas ces prérequis. Là, c'est vraiment dans les cas où on doit tenir une assemblée sérieuse, où il faut respecter vraiment le cadre juridique pour éviter toute opposition. Voilà. Et puis, lorsqu'on est donc en visio et que c'est permis, il faut qu'on ait un système de comptage des voix pour savoir qui est qui, pour faire notre comptage et puis surtout pour faire nos votes. Une fois qu'on a tenu notre assemblée, il faut faire un PV. Donc, le PV peut être préparé à l'avance, ça, c'est pas interdit. Il doit être complété pendant l'AG, notamment pour le quorum, et doit être signé à l'issue ou ultérieurement. Donc, un petit rappel pour les signatures. On est tous maintenant à l'ère électronique, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même que ce soit une signature qualifiée. Une griffe sur un PDF, en principe, ce n'est pas une signature qualifiée d'un PV, puisqu'un PV, il faut qu'on puisse identifier donc, le signataire par son identité, que la signature soit irréversible, etc. etc. Donc voilà, il y a quand même des prérequis sur la signature électronique qui s'appliquent également au PV d'assemblée, le PV officiel. Après, avec Émilie, on verra sous quelle forme on va déposer le PV, qu'est-ce qu'on doit déposer, sous quelle forme il est signé, ce PV est déposé. Mais là, on est vraiment sur le PV officiel qui restera dans les minutes de la société. Et je vais en profiter, si vous me permettez, Pierre, pour faire une petite aparté. La signature électronique, comme le disait beaucoup Pierre, doit être une signature électronique avec un système de signature électronique et pas un simple gris-gris Adobe, parce que le greffe derrière contrôle cette signature et contrôle que le panneau de signature sur le document PDF existe bien. Donc, c'est très important que la signature électronique, si vous l'utilisez, vous utilisiez un vrai système de signature électronique. J'en profite pour vous dire que notre prochain webinaire sera justement sur ce sujet-là, la signature électronique. Nous reviendrons pour avoir les dernières nouveautés. Restez accrochés. Alors, on avance. Voilà, donc les nouvelles règles de 2024, ce que vous attendiez tous. Donc, il y aura des règles liées au dépôt et Émilie, on en parlera tout à l'heure. Moi, je voulais vous parler d'une nouvelle règle incidente qui est liée à la perte des capitaux propres. Donc, tout le monde connaît le dispositif habituel qu'Antoine va nous afficher. Non, qui n'affiche pas, c'est la nouvelle règle. Donc, le système ancien, lorsqu'on a perdu la moitié du capital, enfin, lorsque les capitaux propres sont inférieurs au capital social, à la moitié du capital social, on doit tenir une assemblée dans les 4 mois qui suivent l'assemblée qui approuve les comptes. Et on a un délai de temps après cette assemblée, donc N+3, si on compte bien, pour reconstituer ces capitaux propres. Bon. Une nouvelle loi de mars 2023, donc c'est maintenant qu'on va commencer à l'appliquer, a dit on va rajouter un nouveau cas si à l'issue des 2 ans, les capitaux n'ont toujours pas été reconstitués, donc en N+3, alors que le capital social de la société est supérieur à un certain seuil, on va devoir, c'est une obligation, réduire son capital avant encore 2 ans qui suivent, donc on arrive à 5, de réduire son capital à un niveau inférieur ou égal à ce seuil. On affiche la suite.
On va revoir en détail après. Hein. Puis, une fois qu'on a réduit ce capital à ce seuil, on doit reprocéder dans les 2 ans qui suivent, donc on arrive à N+7, pour remettre le capital au seuil en question. Et là, on est en conformité. Et donc, une fois qu'on a fait tout ce 2 plus 2 plus 2, ça fait 7 hein, à partir de N plus 5 qui a constaté la perte, et ben on est réputé avoir satisfait l'obligation. Et donc, du coup, pendant toute cette de temps, on ne peut pas faire l'objet d'une procédure de radiation pour défaut de reconstitution, puisqu'on est on est en train de reconstituer à chaque étape. Alors, le seuil, je crois que ça apparaît juste en dessous. Voilà. Donc, le seuil, c'est le seuil soit 1% du bilan de la clôture précédente. Précédent quoi? Précédent l'événement où on doit réduire son capital. Donc, on a dit qu'on devait réduire avant fin N+5. Donc, on va prendre le seuil à fin N+4. Ou si on réduit plutôt le seuil de N+3, le cas échéant. En tout cas, ce sont les dates limites. Donc, 1% du total du bilan. Sauf dans le cas de DSA où on ne peut pas descendre tout 37 000, évidemment, ou de 120 000 pour les SE, le cas échéant. Et ça, les seuils, on les a connus très tardivement le 25 juillet 2023. C'est pour ça que l'année dernière, on ne pouvait pas appliquer ce dispositif vu qu'on n'avait pas les seuils. Donc, lorsque vous avez fait vos AG en juin 2023, on n'avait pas les seuils. Donc, la nouvelle loi était votée, mais pas applicable. Donc, on est bien là à la première date d'application de tous ces décomptes. Alors, j'ai fait un petit schéma, parce que là, je pense perdu les 3/4. Pour l'ancien régime qui est en bleu, qui nous dit bien qu'on parle des comptes de N, hein, qui est affaire au capital. On a jusqu'à N+1 pour faire la GO et la GE. En N+3, on n'a pas reconstitué. Et donc, on arrive en N+4. On a notre bilan de référence pour calculer notre seuil. Et on a jusqu'à fin N+5 pour réduire notre capital, c'est une obligation, en dessous ou au niveau du seuil. Et après, on aura jusqu'à N+7 pour re-augmenter le capital pour atteindre ce seuil. Donc, c'est pas la particularité de cette affaire-là, c'est lorsqu'on fait l'opération de 5 ou 7, N+5, N+7, on n'a pas l'obligation de reconstituer. Il y a juste l'obligation de réduire et d'augmenter le capital. Si malgré tout, les capitaux propres sont toujours inférieurs à la moitié, après, il y a beaucoup de solutions arithmétiques, mais c'est pas grave, puisque l'obligation, c'est de réduire et d'augmenter. L'obligation, ce n'est pas de reconstituer. C'est pour ça que c'est assez important comme nouveauté, parce que l'obligation, c'est bien de faire bouger son capital et non pas de reconstituer. Donc, en dessous, j'ai pris un petit exemple. Si notre capital est de 60 000 euros en N et que notre bilan N-4 est d'1,2 million, et bien notre seuil de capital minimal sera de 12 000. Donc, dans un premier temps, en 2005, on pourra descendre on a l'obligation de réduire le capital à 12 000 ou en dessous. Donc, on pourra réduire de maximum de 48 000, puisqu'on part de 60 dans l'exemple. Et avant 2000 N+7, on aura l'obligation de réaugmenter le capital à un minimum du niveau du seuil, soit 12 millions. Donc, les dispositions ne précisent pas sous quelle forme. Donc, toute forme d'augmentation de capital sont admises. Dès lors qu'on augmente le capital, on transcende en quelque sorte l'obligation de reconstitution. Et en tout cas, on n'est plus sous le coup près, en quelque sorte, de pouvoir être dissous. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, voilà. Aujourd'hui, on est en 2023. Donc là, dans l'assemblée qu'on doit se tenir sur les comptes de 2023, pour ceux qui n'avaient pas reconstitué leurs capitaux propres à fin 2023, et ben donc un nouveau délai s'ouvre. Donc, il n'y a rien à faire proprement dit à l'Assemblée générale, mais il faut savoir que la dissolution n'est pas automatique, contrairement à la situation précédente. Donc, on peut au moins rassurer les associés et dire aux clients, vous n'êtes pas radiable depuis le 1er janvier 2024, puisque vous avez 2 ans pour réduire votre capital en dessous du seuil que vous aurez atteint, le 1% à fin 2024. Si on prend les clôtures de 21 qui ont perdu, qui avaient jusqu'à 24, qui ont jusqu'à 24 pour reconstituer, là, on n'a rien à faire pour le moment, puisque tout va se décaler de 2 ans. On aura jusqu'en 26 pour faire le nouveau dispositif. Pour les clôtures 22, on n'a rien à faire non plus. Vous voyez, le calendrier glisse et on arrive aux clôtures 23, où là, par contre, si les capitaux propres sont devenus inférieurs au capital 23, c'est à l'Assemblée du 30 juin qui va constater cette situation. Et vous avez 4 mois pour faire votre AGE ou la faire en même temps. Nous, c'est ce qu'on préconise pour limiter les frais, même si ça donne du travail à l'égale vision. Ça permet de faire qu'un seul PV d'approbation des comptes et de continuité de la société, le cas échéant, et de faire les formalités après avec égale vision de publicité et de dépôt de cette continuation. Voilà, donc là, il n'y a
pas grand-chose à faire de plus pour cette année-là au 30 juin. On constate pour ceux qui ont perdu les capitaux propres à 23 et à partir de pour ceux les clôtures de 20, eh ben, se déclenche le nouveau système. C'est le premier système qui pourront profiter, le premier millésime pardon qui pourront profiter de reconstitution, enfin de la suspension de la radiation possible à partir de 23 jusqu'à 25. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Je vois le temps qui va très très vite. C'était la nouveauté du moment sur ce point. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il fallait donc publier, donc, enfin, on n'a pas dit. On a dit qu'on allait donc établir notre rapport de gestion, établir nos comptes, mais il y a des règles de confidentialité. Et donc, c'est Émilie qui prend le relais, pardon, pour cette partie-là. Merci Pierre. En effet, selon le type de société, selon le type d'entreprise, vous allez avoir le droit de déposer vos comptes avec un certain niveau de confidentialité. Donc, on va faire un petit rappel sur les niveaux de confidentialité possibles. Si vous êtes en micro-entreprise, avec la définition de l'article L123-16-1 du Code de commerce, vous avez le droit à la confidentialité de l'intégralité des documents que vous déposez lors de votre dépôt des comptes, aussi bien PV que bilan, que rapport de CAC, vraiment tous les documents. Si vous êtes en petite entreprise, donc là défini par l'article L123-16 du Code de commerce, c'est le compte de résultat uniquement que vous pourrez rendre confidentiel. Pour les moyennes entreprises, ce sera une publication d'un bilan et compte de résultat simplifié. Donc une présentation simplifiée de vos comptes pourront être déposés au greffe. Alors attention, on a des seuils qui ont été rehaussés cette année, on va les voir juste après. Ces seuils vont s'appliquer pour les exercices qui sont ouverts depuis le 1er janvier 2024. Donc la confidentialité va être reportée sur l'année prochaine. Donc c'est pour les comptes, par exemple, qui sont clôturés au 31 décembre 2024, que vous approuvez en 2025, que vous appliquez ces nouveaux seuils. Et donc les nouveaux seuils, les voici. Ça, c'est les anciens. Donc, les anciens, sur une micro, on était avec un total bilan à 350 000, un chiffre d'affaires à 700 000 et des salariés à 10 maximum. Vous voyez les chiffres arriver. Donc, cette année, ils ont été rehaussés. Donc, on est à 450 000 en total bilan pour les micros, 900 000 en chiffre d'affaires. Le nombre de salariés n'a absolument pas bougé. C'est vraiment le total bilan et le chiffre d'affaires qui a évolué. Pour les petites entreprises, on est passé de 6 millions à 7,5 millions, d'où la dispense de rapport de gestion tout à l'heure des chiffres qui ont augmenté. Ça va de pair. On est à 12 millions pour le chiffre d'affaires, c'est passé à 15 millions. Et puis pour les moyennes entreprises, on passe de 20 millions en total bilan à 25 millions et en chiffre d'affaires de 40 millions à 50 millions. Pour pouvoir répondre à la définition de la micro, de la petite ou de la moyenne entreprise, la société en fait, ne doit pas dépasser 2 de ces seuils. Donc, si, par exemple, une société a 450 millions de bilan, 10 salariés, qu'elle dépasse le total du chiffre d'affaires, elle a quand même le droit à la micro-entreprise. L'essentiel, c'est que 2 de ces seuils ne soient pas dépassés. Et donc, du coup, maintenant qu'on a tous les documents préparés, qu'on sait si on va faire une déclaration de confidentialité. Attention quand même sur la déclaration de confidentialité. Toutes les sociétés ne peuvent pas avoir droit à la confidentialité, c'est-à-dire que les sociétés d'assurance, par exemple, n'y ont pas le droit, c'est totalement exclu et c'est indiqué dans l'article. Donc, faites bien attention à votre activité. Les holdings, c'est pareil, n'y ont pas le droit, donc faites bien attention avant de dire je vais faire une confidentialité, le greffe va vérifier derrière. Émilie, là, on nous demande est-ce que les filiales TPE, les filiales en dessous des seuils, membres d'un groupe, est-ce qu'elles ont la possibilité de faire la confidentialité, justement? Normalement, les sociétés qui font partie d'un groupe ne peuvent pas demander la confidentialité. C'est pour ça que du coup, je le réintègre. Donc, vérifiez bien l'activité et si vous faites partie ou pas d'un groupe pour demander ou pas la confidentialité des comptes, sachant que le greffe va le contrôler, mais va le contrôler généralement a posteriori, donc une fois votre dépôt des comptes fait, et va enjoindre par lettre à la société de bien vouloir redéposer sans confidentialité. Donc, si vous dites, je vais tenter la confidentialité, en fait, vous n'y avez pas le droit, le greffe potentiellement va valider votre dépôt des comptes et quelques mois après, va vous demander de redéposer vos comptes sans la confidentialité. Donc, double dépôt, double frais. C'est pas terrible. Du coup, sur le dépôt des comptes, juste un tout petit rappel, notamment sur les délais. Donc, on a bien la clôture de l'exercice, une approbation généralement dans les 6 mois, donc une convocation dans les 15 jours avant l'AG. Sur le dépôt des comptes, il y a également un délai qui s'applique. Donc, le dépôt est obligatoire pour les sociétés commerciales.
Et il peut être fait par voie papier. Dans ce cas-là, le délai est d'1 mois. Donc, vous adressez directement les originaux, et vraiment des originaux ou des copies certifiées conformes manuscritement par le dirigeant au greffe dans le délai d'1 mois. Donc, c'est-à-dire que si vous clôturez, vous approuvez vos comptes au 30 juin, vous avez jusqu'au 31 juillet pour le faire par voie papier. Si vous optez pour la dématérialisation, et on va beaucoup se pencher ensuite sur la dématérialisation, vous avez 2 mois pour déposer vos comptes, donc jusqu'au 31 août. Et donc, la procédure à suivre, donc là, on va parler du guichet unique, on va également parler de la procédure de continuité. La première étape, c'est de bien vérifier les informations sur le guichet unique. Ensuite, de faire votre saisie, ce qui est plutôt logique, de déposer vos documents sur le guichet unique, de voir si vous appliquez ou pas la procédure de continuité. On va rentrer dans le détail sur cette procédure de continuité pour voir dans quel cas on peut l'appliquer. Et puis, il faut penser aussi à faire les formalités sur les autres résolutions. Typiquement, vous avez une poursuite d'activité malgré les pertes, il y a une formalité à faire, mais ça, on va le voir juste après. Donc, la première étape, bien vérifier les informations qui sont mentionnées sur le guichet unique avant de faire votre dépôt. C'est très important parce que si vous voyez au moment où vous mettez votre numéro sirène sur le guichet unique et que les informations de l'entreprise, si vous voyez que la dénomination ou le siège ne sont pas bons, il est important de bien corriger ces informations avant d'envoyer le dépôt. Sinon, sur le document de synthèse à la fin, vous allez avoir soit une mauvaise dénomination, enfin l'ancienne dénomination, soit l'ancien siège qui apparaît. Et c'est encore plus important pour les sociétés qui ont changé de greffe, donc qui ont fait entre-temps un transfert en ressort qui n'est pas remonté dans les RNE. Et donc, du coup, le guichet unique n'est pas à jour. Si vous ne faites pas de modification avant, si vous ne faites pas attention, vous allez potentiellement envoyer vos dépôts des comptes au mauvais greffe, donc à l'ancien greffe. Ce serait dommage. La saisie sur le guichet unique est relativement simple, dans le sens où c'est à peu près les mêmes informations que sur Infogreffe pour ceux qui ont l'habitude d'Infogreffe. Donc, vous sélectionnez le type de compte sociaux, compte conso, les dates d'ouverture et de clôture, et tout ce qui est dispense d'annexes et les confidentialités. Donc, pensez bien quand même à bien cocher la case pour les confidentialités, sinon ça ne ressortira pas sur le document de synthèse. Et il y a une petite case qui n'apparaît pas sur Infogreffe, mais qui apparaît sur le guichet unique, à savoir, est-ce que c'est un dépôt rectificatif de compte déjà déposé? Donc ça, c'est quand même quelque chose de très bien, parce que on a quand même quelques dépôts des comptes rectificatifs à faire. L'avantage de ça, c'est que c'est donné sur votre document de synthèse et le greffe ne vous fera pas de rejet. On ne l'avait pas sur Infogreffe et c'est vrai que systématiquement, on avait un rejet disant les comptes ont déjà été déposés, veuillez nous confirmer que c'est bien un dépôt des comptes rectificatifs. Donc, on est obligé de répondre en disant oui, c'est bien un dépôt des comptes rectificatifs. Là, du coup, ce motif de rejet disparaît grâce à cette petite case. Au niveau des documents, faites bien attention parce que la seule pièce obligatoire, donc qui est marquée avec un petit astérix rouge, c'est la pièce d'identité du représentant légal lorsque le représentant légal fait son dépôt des comptes tout seul, ou la pièce d'identité du mandataire. Il n'y a pas de guidage sur les pièces à déposer, donc il faut bien connaître les documents à déposer selon votre situation et surtout les télécharger sur le bon libellé. Parce que si ça peut arriver, enfin en tout cas nous on a eu l'expérience de rejet parce que on avait un de mes collaborateurs n'avait pas mis dans le bon libellé le compte de résultat. Donc forcément vous risquez des rejets si vous ne mettez pas sous le bon libellé. Tu peux revenir? Pardon, désolé, je suis impatient. Une question qui se pose régulièrement, à savoir qu'est-ce que l'on met lorsqu'on est mandataire? Si par exemple vous êtes un cabinet d'expertise comptable, vous déposez les comptes pour les sociétés que vous avez dans votre portefeuille, vous les déposez à la place du dirigeant. Vous avez forcément le pouvoir. En plus du pouvoir, si vous êtes donc une société typiquement comme nous, on rajoute le cabis de la société qui a été mandatée. On rajoute la pièce d'identité du dirigeant de la société, donc qui figure sur le cabis. Donc en l'occurrence, chez nous, on fournit le cabis de LV Pro, la pièce d'identité de Loïc Le Goas, qui est connu maintenant dans tous les greffes de France. Et vous ajoutez également en annexe la liste de vos salariés qui sont amenés à déposer. Je prends l'exemple, je dépose moi sur le guichet unique, je ne suis pas Loïc Le Goas qui est dirigeant, ça se voit. Du coup, le greffe va me dire oui, mais c'est vous, Madame Kidor, qui signez et qui déposez la formalité, puisque sur le document de synthèse, vous êtes indiqué. Le fait d'avoir cette annexe permet de montrer le lien
entre la société et moi. Donc, le fait que je sois salarié de cette société. Donc, pensez-y parce que sinon, vous avez un risque de rejet. Et autre chose, pensez également à découper vos documents comptables, à savoir le bilan d'un côté, le compte de résultat, et vous mettez l'annexe à part, sachant qu'il est possible que dans les prochaines semaines, mois, il n'y ait plus besoin de faire ce petit découpage. Je peux appuyer. Tu peux appuyer. Merci Antoine. Si vous cherchez les annexes, c'est juste si c'est la première fois que vous déposez des comptes sur le guichet unique, ne cherchez pas donc les annexes, que ce soit des comptes sociaux ou des comptes consolidés, voire même les documents des comptes consolidés, vous ne les trouverez pas dans les documents liés au compte, vous allez les trouver dans les autres documents. C'est juste un petit tips. Ça a été mis dans les autres documents. Ils sont accessibles, mais juste pour descendre un tout petit peu. Et du coup, la procédure de continuité, donc elle a été établie en fin d'année 2023 pour toutes les formalités sauf les immatriculations. Et là, en l'occurrence, sur les dépôts des comptes, Infogreffe a rouvert. L'année dernière, on n'avait pas du tout accès à Infogreffe pour effectuer les formalités. Ils ont rouvert Infogreffe pour les dépôts des comptes cette année dans le cadre de la procédure de continuité. La première question à se poser, c'est est-ce que mon dépôt, je peux le réaliser sur le guichet unique ou pas? Sinon, on peut utiliser la procédure de continuité et passer par Infogreffe ou déposer en papier. Et dans quel cas est-ce qu'on peut être dans cette situation? Par exemple, vous tapez le numéro sirène de votre société, la société ne ressort pas sur le guichet unique, ça arrive, c'est parce qu'elle n'a jamais été remontée sur le RNE. C'est de moins en moins courant, mais il y a encore quand même des cas. Dans ce cas-là, vous êtes dans l'impossibilité de le déposer sur le guichet unique. Vous avez également le cas d'un bug qui vous empêche d'aller jusqu'au bout. Donc, vous avez un message d'erreur où vous allez devoir faire intervenir l'INPI pour régler ce bug. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la procédure de continuité. Si votre formalité est réalisable sur le guichet unique, on se pose la question de savoir si une correction est nécessaire. Donc, à savoir, comme tout à l'heure, je vous le disais, la domination n'est pas bonne ou le siège n'est pas bon, parce que les informations ne sont pas à jour sur le RNE. S'il n'y a rien à corriger, c'est la majorité des cas, dans ce cas-là, vous pouvez déposer vos comptes sur le guichet unique. Si quelque chose est à corriger, donc si vous voyez que la dénomination, par exemple, n'a pas été mise à jour sur le RNE, il va falloir faire une formalité de correction qui est accessible sur le guichet unique pour pouvoir modifier la déno et que la déno apparaisse correctement ensuite sur le dépôt des comptes. Donc, ça veut dire qu'on fait d'abord une correction et ensuite, on dépose les comptes sur le guichet unique. Alors, beaucoup de gens se posent la question de savoir, est-ce que maintenant qu'Infogreffe est rouvert, est-ce que je ne peux pas me dire, je vais passer directement sur Infogreffe et squeezer complètement le guichet unique? On va dire chacun fait ce qu'il veut, mais juste faites attention, parce que la procédure de continuité, elle a été prévue en cas de bug et en cas d'impossibilité de déposer les comptes sur le guichet unique. Typiquement, nous avons eu un rejet du greffe de Colmar qui nous a réclamé une impression écran de notre saisie sur le guichet unique, nous imposant de passer par la procédure de continuité. Donc, c'est censé être une exception. Vous avez un risque si jamais vous passez sur Infogreffe alors que le guichet unique est tout à fait disponible. Et si vous voyez que votre formalité ne peut pas passer sur le guichet unique, faites une impression écran et mettez-le tout de suite sur Infogreffe. Comme ça, le greffe sait tout de suite que vous passez par la procédure de continuité. Et donc, à la fin, vous allez potentiellement avoir d'autres formalités à faire qui sont liées donc, à l'approbation des comptes. Je le disais tout à l'heure, la poursuite d'activité malgré le gain, donc la continuation de la société, malgré le capital, malgré un actif devenu inférieur au capital, à la moitié du capital social. C'est une formalité qu'il faut faire, c'est séparé, ça ne va pas se inscrire d'office. Potentiellement, vous avez peut-être une reconstitution des capitaux propres, donc c'est également une formalité pensée à faire en parallèle. Vous avez peut-être ratifié un transfert de siège que vous n'aviez pas encore fait les formalités, ou vous décidez un transfert de siège, parce que là, vous faites une formalité. Vous pouvez avoir des changements de dirigeants. Par exemple, un président non renouvelé, vous changez le président, ou une fin de mandat de commissaire aux comptes. Voilà. Et donc, le changement des CAC qui vient d'apparaître, donc une fin de mandat de commissaire aux comptes. Pensez bien à faire toutes ces formalités, elles ne sont pas automatiques, elles se font en parallèle des dépôts des comptes. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes ces formalités, sinon le webinaire ne pourrait jamais se terminer.
Il est déjà un peu plus long que prévu, mais merci beaucoup Pierre et Émilie et de nous avoir suivis. Avant de se quitter et de prendre les différentes questions, enfin pas l'ensemble des questions, mais quelques questions qui ont été posées, je vous invite une nouvelle fois à télécharger le petit document qu'on vous a mis à disposition et que Nicolas remet dans le chat. On a aussi, vous avez la possibilité de rejoindre notre page LinkedIn sur laquelle on essaie de mettre un maximum d'informations de façon assez régulière sur le droit des sociétés, les formalités, infogreffe, le guichet unique et toutes les informations liées au domaine des formalités et des annonces légales. Comme je vous le disais en début de webinaire, enfin en milieu de webinaire, on fera un prochain webinaire sur la signature électronique. On regardera en particulier la partie signature électronique sur les actes, comme on a pu le dire, sur par exemple un dépôt des comptes, sur une approbation des comptes, et aussi la signature sur le guichet unique pour bien différencier les deux. Et vous retrouverez en quittant ce webinaire, un petit sondage dans lequel vous pourrez nous poser des questions et aussi demander pouvoir solliciter GMBA pour vous accompagner dans cette partie approbation et dépôt des comptes. Donc n'hésitez pas à remplir. On va prendre quelques questions maintenant. Alors Antoine, je vais pas les lire du coup, ouais. donc j'ai sélectionné quelques-unes. Une pour Émilie peut-être. Est-ce que les entreprises individuelles, les BNC, doivent déposer les comptes? Bah non. Ah non, non, c'est pas une question piège. Émilie, c'est non. La réponse est non. C'est pas de piège. Voilà. J'ai cru qu'il y avait un piège, mais je le cherchais Pas là. de piège. Une question pour moi. Est-ce que la visioconférence est autorisée pour les sociétés civiles? La réponse est non, puisque c'est pas, il faut que ce soit prévu. Or, ce n'est pas prévu. Donc, tout ce qui n'est pas prévu n'est pas possible, pas plus que pour les associations ou autres. Voilà. Donc, il y a très peu de cas où c'est prévu, contrairement à toute attente. Si on veut faire du lobbying pour que le gouvernement mette des textes un peu plus modernes, on peut en faire. En tout cas, pour le moment, c'est très strict. Il y a très, très peu d'entités qui peuvent tenir en visio leurs assemblées. On a une question simple, non, pas simple. Pour les CSE qui ont moins de 50, enfin, je recommence. Pour une entreprise qui a moins de 50 salariés, mais qui a un CSE, est-ce qu'il y a l'obligation de lui transmettre les comptes? La réponse est non. L'obligation enfin, la possibilité des CSE à examiner les comptes, c'est à partir de 50 salariés, même s'il y a des CSE en dessous de 50 salariés. Donc ça, la réponse est non. Qui peut contraindre une société qui n'a pas reconstitué ses capitaux propres? Bon, c'est toujours, on en parle souvent, mais dans la pratique, c'est assez rare, c'est sûr. Mais faut savoir qu'à tout moment, n'importe quel intéressé, un tiers, un associé, un client, un fournisseur, un organisme social, peut demander au tribunal la radiation automatique de la société, puisqu'elle a perdu ses capitaux propres. C'est prévu par les textes, ça arrive quand même de temps en temps. En principe, le juge ne radie pas d'office l'entreprise pour régulariser, mais bon, comme l'a posé tout à l'heure, il y a aussi une question qui dit, mais si on n'a pas d'argent, comment on fait pour reconstituer? S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de trésorerie pour reconstituer, malheureusement, et que le tribunal a remis un délai qu'on a épuisé le délai de plus, la société peut être radiée d'office. Alors, il n'y a pas qu'à trésorerie, on peut incorporer des créances aussi, des dettes, pardon. On peut incorporer, des créances de ceux qui ont des créances, mais des dettes qui sont au passif de la société pour si c'est un associé, un compte courant, des choses comme ça, pour pouvoir recapitaliser. Voilà. Et puis, une question intéressante, beaucoup d'entreprises ont du mal à obtenir des états simplifiés, puisque Émilie a dit à plusieurs reprises qu'on pouvait déposer des versions simplifiées des comptes, voire de l'annexe. Effectivement, c'est compliqué pour la bonne et simple raison, c'est que ce n'est pas prévu par les auditeurs de logiciels. Donc, même chez GMBA, si vous demandez un bilan simplifié, il va falloir qu'on se gratte la tête pour savoir comment on va le sortir, puisqu'on n'a pas dans nos logiciels de possibilité de faire des versions simplifiées telles qu'on pourrait le faire. Voilà. L'annexe simplifiée, on peut s'y faire, mais les états simplifiés, c'est très compliqué parce que le logiciel ne le prévoit pas. Peut-être une question sur la RNE. Comment s'assurer que les informations d'une société sont à jour sur la RNE? Vous avez deux possibilités. Soit vous allez sur Data INPI, donc où vous allez avoir accès au registre national des entreprises, au RNE. Dans ce cas-là, vous regardez la fiche du RNE, vous comparez avec votre cabis, vous voyez si oui ou non les informations sont correctes. Soit vous allez directement sur le site du guichet unique, vous simulez un dépôt de formalité et vous avez la liste des informations de l'entreprise avant toute formalité qui s'affiche et là, vous pouvez vérifier que les informations sont bonnes ou pas.
Une autre question pour toi, peut-être, Émilie, de la part d'Angélique, qui a priori a fait un dépôt des comptes avec confidentialité, qui a été validé par le greffe et qui, malgré tout, l'INPI a publié son dépôt. Quel recours elle qui peut est avoir? accessible du coup sur le RNE. Le recours, c'est de contacter l'INPI pour qu'il les retire. C'est arrivé à un moment donné, ça n'arrive pas actuellement. Il y a eu quelques bugs à un moment donné, mais contactez l'INPI et ils vont vous le rendre confidentiel. Une question sur la reconstitution des capitaux propres et l'application du nouveau dispositif. Quelqu'un nous dit, Dominique, que le TC de Nanterre a répondu que pour 21 et 22, les clôtures 21 et 22 n'étaient pas concernées. Alors là, je suis surpris, parce que 21 et 22, c'est justement les années charnières où on a jusqu'à 24 et 25 pour reconstituer. Donc là, les délais ne sont même pas expirés encore. Donc 21, on a jusqu'à la fin de l'année pour reconstituer. Donc une fois qu'on s'arrive à la fin de l'année en 31/12/2024, je ne vois pas pourquoi la réponse du TC de Nanterre nous dit que la loi ne s'appliquerait pas parce qu'elle ne serait pas rétroactive. En 24, il n'y a rien de rétroactif à mon sens, que la loi est applicable depuis le 9 mars. Donc dès le 9 mars, sinon on est en situation d'avoir expiré le délai de 2 ans, on est dans le nouveau dispositif. On n'a pas pu le faire l'année dernière parce qu'on n'avait pas le décret sur les seuils, mais maintenant qu'on a le décret sur les seuils, pour moi, on a tout le matériel pour appliquer à partir de maintenant, dès lors qu'on arrive aux 2 ans fatidiques. Donc pour moi, 21-22, c'est applicable. Donc je ne comprends pas bien la position de Nanterre. Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence, donc là, enfin, de jurisprudence, excusez-moi, d'explication. Il y a l'ANSA qui a fait une réponse, mais qui ne concerne pas les problèmes de délai. Là, je suis surpris que Nanterre vous ait répondu ça. Bah, écoutez, c'est à suivre. On va être en veille avec Égale Vision pour savoir s'il y a des réponses un peu exotiques de nos greffes sur le sujet. Nouvelle question sur le RNE qui fait débat. Mais en termes de délai, combien de temps ils mettent pour accepter les corrections maintenant? Est-ce qu'on a un petit peu un baromètre Alors, on en fait pas mal, hein, nous, des corrections chez nous. On est missionné pour. Ça dépend. Il y a eu une grosse période. Si vous avez déposé en mars-avril, il y a des formalités qui sont bloquées. Donc, n'hésitez pas à les appeler pour les débloquer. Il y a eu une mise à jour qui est un peu mal passée. Actuellement, on a des corrections qui peuvent être validées en 24 heures. Donc, ça peut être très, très rapide. Ça dépend. Il y a de l'humain derrière, donc ça dépend aussi de l'humain. Donc, sur des moments où il y a beaucoup de corrections qui sont envoyées, on peut être sur une semaine. Mais actuellement, en tout cas, nos corrections sont validées en 24 heures. Une question d'Angélique, peut-être pour Émilie, parce que ça arrive assez souvent. On est bien dans le cadre de la confidentialité, on est éligible, ça passe bien au niveau du guichet unique, tout va bien, et puis pof, il y a un bug. Les comptes, bien qu'ils soient confidentiels, ont été publiés. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la question de tout à l'heure. Dans ce cas-là, il faut. Non, c'est pas grave. Faut bien envoyer un mail ou appeler le guichet unique, je vous conseille un mail, pour les prévenir, pour qu'ils remettent la confidentialité dessus. Il y a eu des petits bugs à un moment donné. Et du coup, vérifiez également sur Papers, puisque Papers est attaché à la base RNE. Donc, c'est pas parce que vous allez modifier le RNE que forcément vont revenir dessus. Donc, si vous voyez sur Papers que vos comptes sont accessibles, il y a un formulaire de contact à remplir également sur Papers, parce que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui Papers, pour leur demander de le rendre non confidentiel. Vous joignez le certificat de dépôt du greffe indiquant que c'est confidentiel et ils vont le faire. Et on m'a posé la question hier pour société.com, même motif, même punition. Tous les organismes privés qui téléchargent et qui republient, pendant le temps si c'était possible, c'est pareil, là c'est du gré à gré, il faut les prendre un par un et leur écrire en demandant de retirer et qu'ils veulent bien le faire. Il n'y a pas d'autre solution. On va faire. On a bien dépassé le timing. Du coup, je vais vous remercier, Pierre, de nous avoir accompagnés sur ce webinaire. Merci aussi à toutes les équipes qui ont préparé le contenu et les slides et ces jolies animations. Merci, Émilie, une nouvelle fois. Merci à toi. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.